La douleur. C'est la toute première raison pour laquelle on va voir son médecin généraliste en France. C'est un signal d'alarme, c'est utile, Oui, en théorie. mais que se passe-t-il quand cette alarme, elle refuse de s'éteindre, quand elle devient la bande-son du quotidien? C'est là qu'on bascule dans autre chose. Exactement. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe qu'universel, la douleur chronique. Et pour ça, on a posé sur la table une sélection de documents assez parlants, je trouve. Oui, très complémentaire. D'abord, un guide très très dense de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui essaye de cartographier un peu le parcours de santé idéal. Ensuite, on a un document sur une approche, disons, qui sort un peu des sentiers battus. C'est ça, la présentation d'un livre sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, comme on dit. Voilà. Et pour finir, un article Wikipédia plus général pour la vue d'ensemble. Notre mission aujourd'hui, essayer de saisir l'ampleur du phénomène en France, de décortiquer comment le système de santé tente de répondre à ce défi. Et puis d'explorer un peu l'arsenal thérapeutique disponible, des médicaments jusqu'aux approches psychologiques qui, on va le voir, changent pas mal la donne. Allons-y. Pour commencer, il y a un chiffre. Un chiffre dans le guide de la HS qui m'a littéralement scotché. Je pense savoir duquel mot parler. Près de 20% des adultes en France. 20%, ça veut dire environ 12 millions de personnes qui souffriraient de douleurs chroniques modérées à sévères. C'est colossal. 12 millions. C'est plus que toute la population de la Belgique. C'est une nation entière de gens qui ont mal, en permanence. Donne le vertige. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est ce qui se cache derrière. C'est-à-dire? C'est que ce chiffre ne dit pas tout. Le vrai drame, et ça toutes nos sources le pointent du doigt, c'est l'énorme décalage entre le nombre de gens concernés et la réponse qu'on leur apporte. Ah oui. Le même guide de la HAS nous dit que 70% de ces 12 millions de personnes ne reçoivent pas un traitement approprié. 70%. 7 personnes sur 10. Et attendez, ce n'est pas fini. Moins de 3% d'entre elles arrivent jusqu'à une structure spécialisée. C'est dérisoire. On a un stade de France rempli de gens qui souffrent, et il n'y a que quelques rangées qui ont accès aux vrais experts. Voilà la situation. C'est hallucinant. Et est-ce que c'est une sorte de spécialité française, cette errance, ou est-ce que c'est un problème plus large? Malheureusement, c'est un problème mondial. L'article Wikipédia le confirme bien. Le traitement inadéquat de la douleur, c'est très très répandu. D'accord. Et il y a même une dimension historique, presque sociale. On sait que la douleur de certaines populations, les femmes, les enfants, a très longtemps été sous-estimée, Voire ignorée. voire complètement ignorée par le corps médical. Donc on part de très très loin. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu, il faut peut-être qu'on revienne à la base. C'est quoi exactement une douleur chronique? Ce n'est pas juste une douleur qui dure, j'imagine. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un vrai changement de nature. La AHS, là-dessus, donne des définitions très claires. Alors, La douleur aiguë, c'est l'alarme incendie. Vous touchez une plaque chaude, ça fait mal, vous retirez la main. C'est un signal utile, protecteur. Ça dure moins de 6 semaines en général. La douleur chronique, c'est quand l'alarme incendie sonne depuis plus de 3 mois alors qu'il n'y a plus de feu. ou que le feu est éteint, depuis longtemps. L'alarme elle-même est devenue la maladie. C'est exactement ça. Et là, l'objectif, ça ne peut plus être juste d'éteindre l'alarme. Il faut apprendre à vivre avec, à réduire son impact, en fait, à améliorer la qualité de vie. Il y a une distinction dans le guide qui m'a vraiment marquée, c'est la différence entre la douleur, le « j'ai mal » physique, Oui, et la souffrance, le « je suis mal », plus existentiel. on a l'impression que toute la médecine s'est construite sur le premier en oubliant un peu le second. C'est tout le tournant qu'on essaye de prendre aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir une douleur, disons, gérable, mais une souffrance immense. Et l'inverse est vrai aussi. D'accord. Et c'est en séparant les deux qu'on ouvre de nouvelles pistes. Parce que la lutte acharnée contre le j'ai mal, cette quête du zéro douleur, ça peut devenir la plus grande source de souffrance. Ça peut causer le « je suis mal ». Oui, ça isole, ça l'épuise, ça met la vie sur pause. Et cette distinction, c'est un peu la porte d'entrée vers ce que les sources appellent le modèle biopsychosocial. Ça sonne un peu jargon. Ça sonne jargon, mais l'idée est fondamentale. Ça veut juste dire qu'on arrête de regarder la douleur chronique par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'organe qui fait mal. On élargit le champ. On admet qu'elle est le résultat d'une interaction super complexe entre 3 dimensions. Le bio, bien sûr, la lésion, la génétique, le déconditionnement physique parce qu'on ne bouge plus, Le psycho, le psycho, l'anxiété, la dépression, mais aussi ce qu'on appelle le catastrophisme. c'est-à-dire. Cette tendance à toujours imaginer le pire scénario possible, ça, c'est un véritable amplificateur de douleur. Et le social, enfin.
Et le social, bien sûr. L'impact sur le travail, l'isolement, le manque de soutien familial, tous ces éléments ne sont pas juste des conséquences de la douleur. Ils font partie de l'expérience de la douleur. Ils l'entretiennent. On ne peut pas traiter une lombalgie chronique en regardant juste une radio du dos. Voilà. Il faut regarder la personne dans son ensemble. Donc si je résume, on a une douleur qui est à la fois physique, psychologique et sociale. Ça a l'air d'un casse-tête incroyable à gérer. Est-ce qu'on a au moins une feuille de route en France pour ça? Oui, et cette feuille de route, c'est justement ce fameux parcours de soins décrit par la HAS. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un système gradué, un peu comme un triage aux urgences, pour que chaque patient ait le bon niveau de soins au bon moment. Il y a 3 niveaux. Commençons par le premier. Le niveau 1, c'est la première ligne, les soins de proximité. C'est ce qu'on appelle la ville. Le chef d'orchestre, c'est le médecin traitant. Mais il n'est pas seul. Non, il est censé coordonner une équipe joignée, l'infirmier, le kiné, le pharmacien, le psychologue. Ce premier cercle doit pouvoir gérer la majorité des cas, les moins complexes. Et si ça ne suffit pas? Si la douleur s'accroche, Alors on passe au niveau 2. là, on entre dans l'expertise. Ce sont les structures douleurs chroniques, les SDC, souvent des consultations spécialisées à l'hôpital, D'accord? ou des services de rhumatologie, de neurologie. L'idée, c'est d'avoir une évaluation par une équipe de plusieurs spécialistes. Et le niveau 3? Le niveau 3, c'est pour les cas les plus rares, les plus complexes. Ce sont les centres de référence dans les CHU qui font aussi de la recherche, de l'enseignement. C'est la pointe de la pyramide. Bon, sur le papier, c'est limpide, c'est logique. Mais en lisant les sources, on se heurte à un mur. Un mur qui s'appelle le temps. Les délais. Ah, les délais. Le guide cite une moyenne de 5 ans avant qu'un patient soit ne serait-ce qu'orienté vers une SDC de niveau 2. 5 ans! C'est une errance diagnostique et thérapeutique qui est terrible. Et une fois qu'on a enfin l'ordonnance pour y aller, il faut encore attendre en moyenne 8 mois pour le premier rendez-vous. 8 mois, c'est une éternité quand on a mal tous les jours. C'est le temps d'un quinquennat présidentiel passé à attendre qu'on s'occupe de vous. C'est fou. C'est le point noir absolu du système. Et ça crée un décalage, mais terrible avec les recommandations internationales. Que disent-elles? Le même guide de l'AHS cite l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Eux, ils préconisent une prise en charge en moins d'1 semaine pour les cas graves et moins de 8 semaines pour les douleurs persistantes. On est sur une autre planète? Complètement. Alors le système français essaye de mettre des rustines, des dispositifs coupe-fil pour les urgences, mais le fond du problème, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement énorme pour accéder à l'expertise. D'accord. Alors, imaginons, on a bravé les délais, on a été patient, on est enfin dans le système. Qu'est-ce qu'on nous propose? Le premier réflexe, j'imagine, c'est de sortir l'ordonnancier, non? C'est souvent le point de départ, oui. L'approche avec les médicaments est très codifiée. Elle est basée sur les 3 paliers de l'OMS. On les trouve dans l'article Wikipédia. Oui, c'est bien décrit. Palier 1, les antalgiques simples, paracétamol, anti-inflammatoires. Si ça ne suffit pas, palier 2, les opioïdes faibles, codéine, tramadol. Et enfin, Et pour les douleurs vraiment sévères, le palier 3, les opioïdes forts comme la morphine. mais on sent bien, avec tout ce qu'on a dit avant sur le modèle biopsychosocial, que les médicaments seuls, ça ne peut pas être la réponse miracle. Non, bien sûr que non. On ne guérit pas un isolement social avec une boîte de paracétamol. Exactement. C'est le grand changement de paradigme de ces dernières années. La boîte à outils médicamenteuse, elle est utile, mais pour la douleur chronique, elle montre très vite ses limites. Et ses risques? On pense à la crise des opioïdes. Bien sûr, on ne peut pas bombarder quelqu'un de morphine pendant 10 ans. C'est pour ça que l'accent est mis de plus en plus sur les approches non médicamenteuses. Et justement, ça fait une transition parfaite. On a évoqué cette impasse des médicaments qui ne peuvent pas tout régler. Ça donne l'impression d'être face à un mur. Est-ce qu'il y a des approches qui prennent le problème autrement? Le livre sur la thérapie ACT, par exemple, semble proposer une voie complètement différente. C'est une approche fascinante parce qu'elle prend le problème à rebours. Complètement. Comment ça? L'objectif premier de l'ACT, ce n'est pas de réduire l'intensité de la douleur. Ah bon? Ça peut paraître fou. Oui, mais c'est la clé. Le but, c'est de changer la relation que la personne a avec sa douleur, de passer d'une logique de guerre, de lutte permanente et épuisante, à une logique, disons, de coexistence. Une sorte de traité de paix? C'est ça. L'idée n'est pas de dénier la guerre, mais de signer un armistice pour pouvoir continuer à vivre. Accepter, coexister. J'avoue que pour quelqu'un qui souffre au quotidien, ça peut sonner comme une défaite, comme si on baissait les bras. C'est la critique la plus fréquente, et elle est tout à fait légitime. C'est pour ça que le terme acceptation active est si important.
Ce n'est absolument pas de la résignation. Quelle est la différence? La résignation, c'est j'ai mal, donc je ne peux plus rien faire, ma vie est fichue. L'acceptation active, c'est OK, cette douleur est là. Pour l'instant, elle fait partie de ma vie. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux faire un tout petit pas dans cette direction, malgré la douleur? On déplace le projecteur, en fait. Au lieu de la braquer en permanence sur la douleur, on éclaire le reste de la vie. C'est exactement l'idée. L'ACT utilise des techniques de pleine conscience pour aider la personne à se défusionner de ses pensées. Se défusionner. Oui, au lieu d'être une personne douloureuse, on apprend à observer la pensée «j'ai mal» comme un nuage qui passe dans le ciel de son esprit, sans s'y accrocher, sans s'y identifier. Ça crée une distance. Ça crée un espace. Et dans cet espace, on peut travailler sur les valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Et on aide la personne à s'engager dans des actions, même minuscules, qui vont dans le sens de ses valeurs. Donc, si je comprends bien, le but n'est plus d'attendre que la douleur parte pour recommencer à vivre, Non, mais c'est d'apprendre à vivre une vie qui a du sens avec la douleur. vous avez tout résumé. On arrête de faire de la suppression du symptôme la condition obligatoire au bonheur. C'est une révolution copernicienne. Et ça s'intègre bien avec d'autres approches, j'imagine. Parfaitement, l'activité physique adaptée, l'éducation thérapeutique, l'hypnose, les TCC, tout un arsenal qui vise à redonner du pouvoir d'agir à la personne. Ce que je retiens, c'est que cette approche ACT, elle remet la personne et ce qui compte pour elle au centre du jeu, et non plus sa maladie. Tout à fait. Et ça rejoint une idée qui traverse vraiment toutes nos sources inhumaines, l'absolue nécessité de rendre le patient acteur. Acteur de son propre parcours. C'est le pilier de toute la prise en charge moderne. Le guide de la l'AAS le martèle, le patient est acteur de sa prise en charge. On sort du modèle paternaliste, du médecin qui sait et du patient qui subit. On est dans le partenariat. Exactement. L'idée, c'est de co-construire un plan de bataille. Dans le jargon, ça s'appelle le PPCS, le projet personnalisé de coordination en santé. Mais peu importe le nom, c'est l'idée de collaboration qui est essentielle. Et concrètement, comment on fait pour que ça ne reste pas juste une belle idée sur le papier? En utilisant des outils très concrets. Par exemple, le guide de la HS propose un auto-questionnaire en annexe. Ce n'est pas un gadget. Non. Non, c'est un document où le patient, chez lui, au calme, peut évaluer l'impact de sa douleur sur toutes les facettes de sa vie. Le sommeil, l'humeur, le travail, les relations. Ça permet d'objectiver les choses. Ça rend visible ce qu'un article de la revue médicale suisse appelle très justement le handicap invisible. La douleur, d'un coup, cesse d'être ce truc subjectif, incommunicable. Ça devient un objet dont on peut parler. Et sur lequel on peut se fixer des objectifs. Voilà. C'est une démarche d'autonomisation. C'est le but de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On ne nous donne pas un cours au patient, on lui donne les clés de sa propre voiture. C'est lui qui apprend à conduire sa maladie au quotidien. Il devient l'expert de sa propre condition. Le partenaire indispensable de l'équipe soignante. Bon, si on devait faire un peu le bilan de notre exploration, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Plusieurs choses, je pense. D'abord, je retiens l'échelle du problème. La douleur chronique, c'est un tsunami silencieux qui touche des millions de gens en France. Oui, avec une prise en charge qui reste encore trop souvent défaillante. Ensuite, il y a cette révolution conceptuelle. On passe d'un modèle purement biomédical, où on cherche la cause, la lésion, À une approche globale, biopsychosociale qui regarde la personne dans toutes ses dimensions. et enfin, cette nouvelle approche, elle change tout. L'organisation des soins avec les 3 niveaux. Et les thérapies elles-mêmes, des approches comme l'ACT qui montrent qu'on se concentre de plus en plus sur la qualité de vie, sur la capacité à vivre avec. Plutôt que sur la chimère de la suppression totale du symptôme. Il s'agit de redonner du pouvoir et du sens à la vie, même quand la douleur est là. C'est un message d'espoir finalement. Et pour la pensée finale, celle qui reste un peu en suspens, La pensée finale, pour moi, c'est que ce parcours de santé, si bien dessiné sur le papier par la HAS, c'est une formidable machine. oui, Mais une machine, ça ne fonctionne que si les rouages sont bien huilés. Le plus grand défi aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des centres experts d'un côté et des médecins de ville de l'autre. c'est de les faire communiquer. C'est de construire les ponts entre les deux. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Créer une interface ville-hôpital fluide avec des lignes directes, de la télémédecine, du partage de savoir. D'accord. Et donc, la question qui reste, c'est celle-ci. Comment un système de santé comme le nôtre, qui est historiquement très hospitalo-centré, peut-il réussir à transférer son centre de gravité vers les soins de proximité,
vers la ville. Mhm. Et construction de ces ponts, et surtout le changement de culture que ça impose à tout le monde, c'est sans doute ça le vrai chantier pour l'avenir de la prise en charge de la douleur chronique en France.